Sans déconner, c'était un show ou bien un speedrun? What's up les catchadis, c'est Jimbo. Et on est parti pour revenir sur ce qui s'est passé lors de Saturday Night Main Event qui s'est déroulé dans la nuit de samedi à dimanche à 2 h du matin heure française sur NBC. Et oui, malheureusement les catchadis, le show n'a pas été retransmis sur le WWE Network. Et bordel, j'aurais tellement voulu que ce soit le cas. Parce que bon, on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé du fait que le show était retransmis sur NBC. Putain, les pubs, j'en avais ras-le-bol. Sans déconner, on a eu des publicités à répétition, que ce soit entre les matchs. Et ça, c'est entièrement logique. Mais surtout, on a eu des pubs en plein milieu des matchs. Donc quand les matchs commençaient à devenir très intéressants, que ça gagnait en intensité, paf, coupé par une publicité. Ça, c'est chiant, je vous cache pas. Mais bon, je m'énerve un petit peu. Il y a quand même des choses assez intéressantes. Et on voit clairement que la WWE a voulu rendre hommage à ce show incroyable qu'on a connu dans les années 80-90. C'est simple. La WWE a misé sur le old school. Il suffit de voir comment la WWE a fait en sorte que son arène retranscrise bien le parfum old school, que ce soit au niveau de la rampe d'entrée, le ring avec les cordes bleu, blanc, rouge et les couleurs de Saturday Night Main Event, ou encore la tenue des arbitres. Donc ça, c'est bien. WWE, vous misez sur le old school, ça fait plaisir, c'est beau à voir. Mais que retenir de ce show? Et bah, je vous dis honnêtement, les catchalites, il n'y a rien du tout à retenir, c'était un très mauvais show. Alors oui, je m'énerve un petit peu, mais il y a quand même 2-3 choses à retenir. Comme notamment l'avènement de la toute première championne des États-Unis d'histoire de la WWE. Mais en soi, c'est vraiment la seule chose à retenir. Parce que oui, il y a autre chose à retenir qui est très importante, mais le truc qui a même pas eu lieu dans le show, ça a été retransmis sur les réseaux sociaux. Ah oui, le show, il était retransmis sur NBC, donc la WWE avait beaucoup de contraintes de temps. Ce qui fait qu'au niveau des matchs, je crois que le match le plus long, c'était Main Event, et ça a duré à peine 10 minutes. Donc autant dire que le show, il a duré 2 heures, on a 5 matchs. Oui, les matchs n'ont pas duré longtemps. Surtout avec les pubs qui ont pris à peu près une demi-heure au total. Ce qui fait qu'on a eu qu'1h30 de catch. C'est vraiment pas beaucoup. Mais voilà les catchadites, je m'énerve un petit peu, mais il est quand même temps de revenir sur ce qui vous a fait cliquer sur cette vidéo, à savoir ce qui s'est passé lors de Saturday Night Main Event. Et bah, c'est parti! Et la WWE a décidé d'ouvrir les hostilités de la plus bête des manières avec le match qui a opposé Drew McIntyre à Sami Zayn. Perso, c'était le match qu'il fallait mettre en opener. Et d'ailleurs, le match, il a même pas de temps de démarrer que Sami Zayn a voulu directement s'en prendre à Drew McIntyre. Sami Zayn, il s'est quand même pris un Claymore Kick à 2 semaines à Raw suite au retour de Drew McIntyre. Et comme on s'y attendait, catch addict, le match est très bon entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Et d'un côté, c'est pas vraiment surprenant. On a 2 excellents catcheurs dans le ring et la chimie fonctionne très bien. Donc même si on a droit qu'à 7 minutes de combat, on a droit à 7 minutes d'un excellent combat entre Drew McIntyre et Sami Zayn. Comme quoi, t'as pas forcément besoin d'avoir beaucoup de temps de ring pour avoir un très bon combat. Et bien sûr, les catchalites, qu'est-ce qui s'est passé au niveau du résultat? Bon, clairement, il y avait vraiment pas de suspense. Drew McIntyre a profité d'un moment de relâchement quand Sami Zayn a voulu remonter dans le ring pour le surprendre avec un Claymore Kick venu de nulle part pour un compte de 3 et ainsi remporter la victoire. Donc, pas vraiment de suspense au niveau de ce combat, c'était assez logique pour moi que Drew McIntyre remporte le combat. Surtout que cette victoire annonce très clairement la future quête de Drew McIntyre. Il va s'en prendre à tous ceux qui se sont haïs à CM Punk. Mais quoi qu'il en soit, victoire plus que méritée pour Drew McIntyre qui finit en beauté une année 2024 totalement dingue à la WWE. C'est simple, pour moi Drew McIntyre est un, voire même le catcheur de l'année 2024 à la WWE. Après c'est mon avis personnel, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. C'est mérité pour Drew McIntyre et on espère que l'année 2025 pour lui soit tout aussi incroyable que l'année 2024. Et après ça les catchadites, il est temps de passer au premier match de championnat de ce Saturday Night Main Event 2024. Parce que oui, maintenant on va enchaîner qu'avec des matchs de championnat parce que le match entre Drew McIntyre et Sami Zayn était le seul match où c'était plus ou moins un match règlement de compte. Donc accueillons Io Sky sans Damage Control et accueillons la championne Liv Morgan sans Dominic Mysterio et sans Raquel Rodriguez. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir un match clean entre les deux catcheuses? Et bah spoiler alert, les catchadites, c'était le cas. On a eu droit à 6 minutes d'un très bon combat entre Liv Morgan et Io Sky. Et personnellement, ça fait énormément plaisir de voir Liv Morgan affronter des catcheuses qui sont plus ou moins dans le même gabarit qu'elle. Parce que c'est vrai que les dernières adversaires de Liv Morgan sont Rhea Ripley et Nia Jax, dont des catcheuses qui physiquement sont bien plus puissantes qu'elle. Ce qui fait que Liv Morgan était souvent désavantagée lors de ses matchs de championnat et elle devait utiliser la fourberie pour reprendre l'avantage. Et bah là,
c'est totalement différent. C'est simple, on n'a pas le temps de respirer entre les deux. On a droit à un match technique entre Liv Morgan et Yoskai. Un match technique certes, mais un match qui malheureusement a été marqué par de nombreux botches. Et un des botches qui me revient en tête, c'est un springboard qu'a porté Yoskai sur Liv Morgan, mais malheureusement elle a botché, mais Liv Morgan a quand même réussi à contrer le springboard de Yoskai avec un codebreaker. Ça, c'était totalement ouf. De plus, comme j'ai dit précédemment, il n'y a eu aucune intervention. Ce qui fait qu'on n'a pas eu d'overbooking et que peu importe laquelle des deux ait remporté le match et également le titre de championne, bah ça aurait été totalement mérité. Mais voilà, malheureusement, Yoskai n'a pas remporté le titre, c'est bien Liv Morgan qui a su porter son Oblivion pour un compte de 3 et ainsi conserver son titre de championne. Bah oui, et Catchadid, c'était entièrement prévisible. Et c'est encore plus prévisible quand on va voir Rhea Ripley débarquer pour annoncer la couleur à Liv Morgan. C'est elle, la prochaine challengeuse au titre de champion world. Et ça me fait horriblement chier. Car ça veut dire que la rivalité entre Liv Morgan et Rhea Ripley est très loin d'être terminée. Et surtout, bah ça sent que c'est Rhea Ripley qui va détrôner Liv Morgan. Ça me fait chier parce que Yoskai, elle mériterait ce titre de championne. Et maintenant les Catchadit, on va passer au prochain combat. Et clairement, pour moi, c'est le match de la soirée. Le match triple menace qui va opposer Gunther à Damien Priest et Finn Balor pour le titre World Heavyweight. Et le match, il est tellement ouf que le public va scander This is awesome. Et d'un côté, c'est entièrement mérité. Alors certes, le match souffre de la même chose que les matchs précédents, à savoir que c'est un match assez court, on compte pas moins de 8 minutes pour ce match triple menace. Mais comme du fait que c'est un match triple menace, il y a 8 minutes, et bah on n'a pas le temps de respirer. C'est simple, le rythme, il ne stoppe pas d'une seule seconde. Et ça, c'est ce que j'adore dans le match triple menace. Car franchement, les 3 catcheurs, ça fonctionne très très bien. Gunther, il est incroyable. Damien Priest, depuis le début d'année, montre que c'est un main eventer. Et Finn Balor, dans tout ça, il ne fait même pas tâche. Il va avoir des moments où il va briller. Et là où vraiment on pouvait avoir des interventions, parce que d'un côté, c'est un match triple menace, donc il n'y a pas de disqualification, et donc les interventions sont tout à fait possibles. Donc on aurait pu avoir Judgment Day ou encore Ludwig Kaiser intervenir dans le combat. Et bah spoiler alert, le match il va être clean à 100%. On a certes la rivalité entre Finn Balor et Damien Priest qui fait surface à plusieurs reprises durant le combat, mais cette rivalité ne fait pas de l'ombre à Gunther, bien au contraire, parce qu'il va briller également. Et ça va mener à la fin du combat où vraiment tout était possible. Car Finn Balor, il va porter son coup de grâce au Gunther et on se dit ça y est, Gunther il a perdu, c'est le moment pour Finn Balor d'avoir son push et ça va lancer 2025 de la plus belle des manières pour le Prince. Malheureusement, Damien Priest arrive pour casser tomber. Damien Priest enchaîne aussitôt avec un chokeslam sur Finn Balor. Et là, on se dit, ça y est, Gunther, qui est dans la pire des situations pour un champion World Heavyweight dans un match à plusieurs. À savoir perdre son titre de champion sans pour autant être mêlé au tombé final. Pas du tout. Gunther, il va revenir de la plus belle des manières en cassant tomber. Et là, Gunther, il va être très intelligent. Il va utiliser la stipulation à son avantage. Car Gunther, il sait très bien que si jamais il porte sa powerbomb ou encore sa prise du sommeil sur Damien Priest ou encore Finn Balor, il allait forcément en avoir un des deux autres qui allait intervenir pour casser, tomber ou encore la soumission. Donc Gunther, il y a une stratégie et ça va marcher du tonnerre. Il va dans un premier temps endormir Damien Priest à l'extérieur. C'est très intelligent, comme ça évite les interventions de Damien Priest pour casser, tomber. Et il va enchaîner avec un dropkick sur Finn Balor pour enchaîner avec sa powerbomb pour un compte de 3. Et grâce à ce plan couronné succès, Gunther conserve son titre de champion World Heavyweight. Une victoire certes prévisible, surtout avec ce qui peut arriver d'ici les prochaines semaines avec les transferts de Gunther possiblement à SmackDown et Cody Rhodes à Raw. C'est pas vraiment surprenant de voir Gunther conserver son titre World Heavyweight, mais c'est surtout une victoire qui permet à Gunther de gagner davantage de confiance. Parce que c'est vrai que la confiance avait un petit peu déserté Gunther depuis sa défaite contre Cody Rhodes. Bah là, avec cette victoire, Gunther, il reprend confiance en lui et montre que sa défaite contre Cody Rhodes, bah c'était juste un petit moment de faiblesse. Et de l'autre côté, bah on se doute bien que Finn Balor et Damien Priest vont de nouveau rentrer en rivalité, une rivalité qui pourrait très bien lancer le push de Finn Balor pour 2025. Et avant de passer au main event et Catchadit, il reste un combat. Bah oui,
il nous reste le combat pour désigner la première championne des États-Unis d'histoire de la WWE. Et ce couronnement va se jouer entre Michin et Chelsea Green. Dans un match de 5 minutes que j'ai trouvé très bon dans l'ensemble. Après, il faut pas oublier que Chelsea Green et Michin se sont déjà affrontés il y a de ça quelques mois du côté de SmackDown. Et c'était déjà de très bons combats. Et ce match ne fait absolument pas exception à la règle. Et personnellement, j'ai très bien aimé. Et ce que j'ai trouvé assez étonnant, c'est que le public de Saturday Night Main Event était du côté de Chelsea Green et non du côté de Michin. Et c'est quand même assez étonnant parce que je rappelle que Chelsea Green est quand même la heel dans cette histoire. Mais non, le public partage mon avis. Il voulait voir Chelsea Green remporter le titre de championne des États-Unis. Et là, on va quand même parler de quelque chose d'assez important. Car à la différence des matchs précédents où clairement les interventions auraient très bien pu arriver, on n'en a pas eu, c'était plutôt cool. Et bah ce match, c'est une exception à la règle. Car Chelsea Green a pas fait son entrée toute seule et a été accompagnée de Piper Niven. Et une Piper Niven qui ne s'est pas du tout gênée pour intervenir à plusieurs reprises durant le combat. Ce qui fait que Michin, elle affronte pas seulement Chelsea Green, elle affronte également Piper Niven. Donc autant dire que Michin était dans un match handicap pour ce titre de championne des États-Unis. Et malheureusement, bah ça va être problématique pour Michin. Bon, on va avoir un moment assez drôle parce que je rappelle que Chelsea Green, elle est dans le match. Et Chelsea Green, c'est une des catcheuses les plus hilarantes à l'heure actuelle à la WWE. Donc elle va vouloir porter un tempête suicidaire sur Michin, mais malheureusement, elle va percuter Piper Niven à l'extérieur. Et malheureusement, cette situation ne va pas être profitable à Michin, car c'est bien Chelsea Green qui va profiter d'une nouvelle intervention de Piper Niven pour porter une prise de finition totalement dingue qui me rappelle un petit peu le key switch de Christian pour un compte de 3 et ainsi devenir la première championne des États-Unis de l'histoire de la WWE. Perso, c'était mon résultat et c'est amplement mérité pour Chelsea Green. Car comme j'ai dit, Chelsea Green, c'est littéralement la catcheuse la plus divertissante à l'heure actuelle à la WWE. Au micro, il n'y a rien à dire, et dans le ring, c'est pareil. Donc pour moi, elle a toutes les qualités requises pour devenir la première championne des États-Unis d'histoire. Maintenant, je suis assez curieux de voir comment va se développer le titre de championne des États-Unis, car c'est clairement un titre mid-card du côté du roster féminin. Et surtout, ça peut permettre de nous donner un petit avant-goût de comment la WWE va gérer sa mid-card du côté du roster féminin. Bon bah, je suis assez curieux de voir ça, mais avec Chelsea Green en tant que championne, je suis pas du tout inquiet. Ah oui, au fait, j'avais oublié quelque chose d'important. Il y en a qui s'attendaient à un retour de Charlotte Flair. Oubliez, elle n'est pas venue. Même si elle venait, pour moi, elle devait venir pour confronter Chelsea Green. Ça aurait été totalement dingue de voir une rivalité entre les deux catcheuses. Chelsea Green, Charlotte Flair, franchement, dans le futur, pourquoi pas. Et maintenant, les catch addicts, il est temps de parler du main event qui a opposé Kevin Owens à Cody Rhodes pour le titre de champion Undisputed. Bon, déjà, avant même que le match commence, on va avoir une petite touche old school made in Cody Rhodes. Car rappelez-vous, il y a de ça quelques temps, Triple H a donné quelque chose à Cody Rhodes qu'il devra utiliser à Saturday Night Main Event. Beaucoup de fans s'attendaient au retour d'une ceinture assez iconique que Cody Rhodes voulait faire revenir depuis pas mal de temps à la WWE. Et bah figurez-vous bien, et Catch a dit que c'était le cas. Cody Rhodes fait son entrée pas avec son titre de champion Undisputed qu'il a d'habitude, et bien avec à Eagle Belt, une ceinture magnifique qui va très bien avec le personnage de The American Nightmare de Cody Rhodes. Et on voit très bien que la rivalité entre Kevin Owens et Cody Rhodes n'est clairement pas la même rivalité qu'ils ont eu du côté de Bashimberien. C'est simple, c'est Kevin Owens qui a avantage psychologique sur Cody Rhodes. Et là, Kevin Owens va être très intelligent car il va casser le rythme dès le début en se barrant à l'extérieur. Et ça, Kevin Owens, il le faisait déjà à ses débuts dans le roster principal en 2015. Donc on est clairement dans du old school Kevin Owens. Mais on va continuer cette petite touche old school en rappelant qu'il y a un troisième catcheur dans cette rivalité. Je parle bien évidemment de Randy Orton. Car à un moment donné, à l'extérieur, Kevin Owens va balancer Cody Rhodes sur la table des commentateurs comme a l'habitude de faire Randy Orton depuis de nombreuses années, et il va envoyer des petits pics à Randy Orton en regardant droit dans les yeux de la caméra. Cody Rhodes va également rendre hommage à son mentor en portant son Power Slam à la vitesse de l'éclair, et il va rendre un ultime hommage à Randy Orton en contrant Kevin Owens en portant un RKO au niveau de la table des commentateurs. Et il y a quelque chose que je vous ai pas dit et Catch Addict, c'est au niveau des commentateurs. Car depuis le début du show, on a Pat McAfee qui est présent en tant qu'invité spécial aux côtés de nos commentateurs américains habituels. Mais lors de ce match, c'est totalement différent et c'est Jesse Ventura, l'hôte de Saturday Night Main Event, qui est au niveau des commentateurs. Et Jesse Ventura, il partage la même avis que moi ou d'autres Catch Addicts. Pour lui, ce n'est pas Kevin Owens ce méchant, mais bien
Cody Rhodes. Et ça, je trouve ça plutôt cool, j'ai bien aimé Jesse Ventura juste pour ça. Et bien que le match soit quand même très bon, c'est pas vraiment surprenant au vu de la rivalité intense entre Cody Rhodes et Kevin Owens, il y a quand même quelques points négatifs à souligner. Déjà, le premier point très important, c'est la non-utilisation de la blessure de Cody Rhodes. Car depuis pas mal de temps, on nous fait souligner que le point faible de Cody Rhodes, c'est sa jambe gauche. Et au vu du fait que Kevin Owens, c'est plus le même Kevin Owens qu'à Bashimberien, que cette fois-ci, il n'a aucune hésitation et veut directement s'en prendre à la jambe gauche de Cody Rhodes, on a d'ailleurs vu ça durant les weekly à SmackDown, bah là on se dit qu'il va peut-être faire également la même chose pour prendre des avantages sur le champion Undisputed. Sauf que non, il va même pas profiter de cet avantage, et le seul moment où il va utiliser le point faible de Cody Rhodes à son avantage, c'est pendant la publicité. C'était bien beau d'utiliser cette faiblesse durant les pubs, mais nous on veut regarder ça à l'antenne. Mais non, Kevin Owens ne va pas utiliser cette blessure à son avantage, et Cody Rhodes en tant que super-héros qui est, il va réussir à reprendre l'avantage. Et là, on va parler de l'ultime point négatif de ce combat, c'est l'overbooking. Parce que oui, on a un très bon combat entre Kevin Owens et Cody Rhodes, mais le truc, c'est que comment faire en sorte de faire perdre un des deux, sans pour autant qu'il soit décrédibilisé? Et ben on fait appel au overbooking. Mais on va quand même avoir quelque chose d'assez surprenant, car on va assister à un ref bump qui est totalement contradictoire avec les ref bump qu'on a vu récemment à la WWE. Car d'habitude, quand on assiste à un ref bump, bah, c'est souvent le babyface qui en paye les conséquences, et bah cette fois-ci, ce n'est pas Cody Rhodes, mais bien Kevin Owens qui va être victime d'un ref bump, car il va réussir à porter Stunner, mais comme il n'y a pas d'arbitre, et bah le compte de 3 n'est pas du tout validé. Mais bon, Kevin Owens, il n'est pas seul à se faire avoir, Cody Rhodes va également avoir son moment ref bump, parce que le deuxième arbitre va également être KO, et toute cette situation va énerver Kevin Owens, et ce dernier va vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec Cody Rhodes, et il va aller donc à l'extérieur pour chercher une chaise. Mais malheureusement pour Kevin Owens, cette arme va se retourner contre lui, parce que Cody Rhodes va en profiter que l'arbitre ne soit pas remonté dans le ring pour porter un crossroad sur cette chaise, pour le compte de 3, et remporter le match et conserver sa ceinture. Et bah Cody, c'est pas vraiment babyface la manière dont t'as remporté le combat. Ah là, on sent que cette rivalité contre Kevin Owens est en train de laisser des marques sur Cody Rhodes. Parce qu'avec cette victoire Patrick clean de Cody Rhodes, on peut laisser supposer que c'est très loin d'être terminé entre les deux. Et c'est vrai que je faisais partie des fans qui étaient vraiment déçus de voir Kevin Owens perdre le match, surtout au vu des dingueries qu'il nous a fait pour nous alimenter cette rivalité. Mais avec ce qui va se passer après, j'avais vraiment espoir de voir Kevin Owens champion dans le futur. Car il va se passer quelque chose qui n'a pas été retransmis à la télévision, parce que je rappelle, c'était sur NBC et il manquait cruellement du temps pour faire ce segment. Donc ça a été retransmis sur les réseaux sociaux, où après le combat, Kevin Owens a décidé de s'en prendre à Cody Rhodes, et il va aller jusqu'à porter le pile driver sur le champion Undisputed. Et ça, j'ai trouvé ça juste incroyable. Car en fait, ce n'est pas juste un pile driver que Kevin Owens a porté, parce que je rappelle que pile driver reste à ce jour une prise interdite à la WWE, donc ça ne va pas plaire à Triple H qui va vouloir intervenir, et on sent que les deux sont à deux doigts de se taper dessus. C'était plutôt cool. Et la dernière image qu'on va retenir du show, c'est bien sûr Cody Rhodes qui va être évacué en ambulance suite au pile driver de Kevin Owens, et on sent qu'avec ce qui s'est passé, la rivalité entre Kevin Owens et Cody Rhodes est loin d'être terminée. Et si vraiment on a un deuxième match entre Cody Rhodes et Kevin Owens, pour moi c'est clair et net, il faut que Kevin Owens batte Cody Rhodes pour devenir champion Undisputed. Il n'y a pas d'autre solution, c'est non négociable. Donc que retenir de ce Saturday Night Main Event? Et bah je vais analyser ce show sur 2 points. Bon déjà au niveau des combats, bah c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire, dans l'ensemble ça reste de très bons combats. Mais tu sens que la WWE n'a pas voulu prendre de risques et n'a pas voulu faire changer de titre, que ce soit du côté masculin ou encore du côté féminin. Et d'un côté c'est pas vraiment étonnant, parce qu'avec le passage futur de la WWE sur Netflix, et bah la WWE n'avait peut-être pas vraiment envie de faire changer les titres maintenant, sachant qu'on est amené à avoir des transferts, que ce soit du côté de Raw ou de SmackDown. Donc voilà, on a des bons matchs, mais il n'y a pas réellement de suspense. Et surtout que Saturday Night Main Event, c'est pas un PLE, c'est plus ou moins une weekly boostée à la testostérone. Et deuxième point qui fait que malheureusement ce Saturday Night Main Event est un show oubliable, c'est malheureux, c'est la présence des publicités. Car bordel, même si les matchs sont très bons, ça va à 200 à l'heure pour certains combats, comme notamment le match de triple menace, et bah malheureusement, on a des pubs et ça casse littéralement le momentum de tous les combats. Et ça, malheureusement, c'est l'énorme point faible de ce Saturday Night Main Event. Et c'est sur ces arguments que pour moi, ce Saturday Night Main Event n'a pas marqué les esprits,
et sera facilement oubliable d'ici les prochains jours. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, je vous invite à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait énormément plaisir à la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos. En parlant de prochaines vidéos, et Catch Addict, on se retrouve dès la semaine prochaine pour la grosse vidéo que je vous ai prévue déjà depuis pas mal de temps. Je m'en excuse, mais c'est une vidéo qui me tient tellement à cœur, et j'ai vraiment envie de prendre le temps nécessaire pour vous faire une très belle vidéo. Et d'ailleurs, spoiler alert, la vidéo va parler du New Day. Concernant la sortie de la vidéo, en théorie, elle devrait sortir vendredi, mais si vraiment j'ai du retard, elle sortira dimanche. Donc si jamais vous avez cliqué sur la petite cloche, vous serez notifié de la sortie de la vidéo. Mais d'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas le plus important, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo et à la prochaine.